Le président dictateur nord-coréen Kim Jong-un, l'ami de Vladimir Poutine. Vous le verrez dans quelques instants avec des images exclusives, le fournisseur d'armes, de tout type d'armes bien évidemment. Et lui aussi, il se dit que l'arrivée de Donald Trump pourrait changer la donne. Donc il est temps d'accélérer la production, Sylvia Amicon. Et il se met en scène même avec de nouvelles armes, plutôt terribles d'ailleurs, qui pourraient très vite finir sur le front de la guerre en Ukraine. Oui, en tout cas, c'est la priorité qui a été donnée. Kim Jong-un a souligné la nécessité de construire un système de production en série le plus tôt possible et de passer à une production de masse de drones explosifs. Hier, Kim Jong-un, effectivement, a assisté à une série de tests et les images, on va le voir dans quelques instants, ont été diffusées. Ça marche comme ça à chaque fois. De quoi parle-t-on ? Eh bien, ce sont des drones qui transportent des charges explosives et qui peuvent s'écraser sur une cible, un peu comme des missiles guidés. L'agence officielle précise exactement de quoi il s'agit. Ces drones d'attaque suicide utilisés à différentes distances de frappe ont pour mission d'attaquer avec précision toutes les cibles ennemies au sol et en mer. Alors ce n'est pas la première fois que la Corée du Nord montre ces fameux drones. Ils l'ont déjà fait une première fois, c'était au mois d'août. Des drones qui se rapprochent des Lancet 3 russes, mais également d'autres drones israéliens. Alors est-ce que c'est dans le cadre de cette coopération avec la Russie ? Alors peut-être. On rappelle que les deux pays, en tout cas, viennent de ratifier un accord d'assistance mutuelle qui a été scellé en juin dernier. La Corée du Nord pourrait donc avoir acquis cette technologie auprès de la Russie qui elle-même l'a obtenue de l'Iran. Des drones qui ne coûtent pas cher, qui sont efficaces. C'est un des premiers enseignements de la guerre en Ukraine et c'est donc pour cela que Kim Jong-un veut les intégrer dans sa stratégie militaire, Christophe. Et puis tout cela, oui, dans une poudrière, j'ai envie de dire ça comme ça, parce qu'il y a la Corée du Sud, il y a Séoul, et puis il y a le contexte, on en parlait, il y a la guerre également en Ukraine. Ouais, on ne va pas revenir sur les 10 000 soldats nord-coréens qui ont été envoyés en Russie. La Corée du Nord qui a également procédé à un tir de missiles balistiques. Souvenez-vous, c'était le 31 octobre, présenté comme le plus avancé de son arsenal. Et puis cette technologie, elle pourrait aussi être utilisée contre Séoul. Vous savez que le mois dernier, la Corée du Nord, elle a modifié sa constitution pour définir son voisin comme un État hostile. Elle a démoli des routes, des voies ferrées qui réunissaient les deux pays. Des drones qui pourraient aussi être utilisés pour livrer de la propagande vers le sud. Séoul le fait également avec des drones et avec les fameux ballons dont on a beaucoup parlé dernièrement, des ballons remplis de déjections de détritus qui avaient été lancés vers le sud en représailles. Ou des petites puces électroniques également, il y avait des cartes SD. Voilà. Mais la réponse de Kim Jong-un, lui, c'est plutôt des missiles, des bombes et des drones. Pierre Rigolo est avec nous. Merci beaucoup. On va participer avec vous à cette discussion. Pierre Rigolo, d'ailleurs, je vous laisse la parole. Cette course folle, puis on verra dans quelques instants des images qui ont été prises, volées de matériel nord-coréen en Russie, au plein cœur de la Russie. Mais d'abord sur ce personnage assez énigmatique, sur cette union. Et puis on parlera, mais on peut peut-être mélanger d'ailleurs les deux, de cette coup de colère du président chinois Xi Jinping qui voit d'un très mauvais œil ce rapprochement entre les deux. Mais d'abord le jeu particulier de Kim Jong-un, ou peut-être le jeu particulier du couple qu'il forme avec Poutine. C'est pas seulement un couple, ou alors c'est un couple à trois, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une relation avec la Russie qui est très forte en ce moment, mais il y a une relation traditionnelle avec la Chine qui a été marquée notamment par l'envoi de centaines de milliers de soldats chinois auprès de l'armée du Nord pendant la fameuse guerre de Corée. Et la Chine ne voit pas sans un certain agacement la Corée du Nord actuellement visiblement se détourner de son influence et au contraire se tourner vers Poutine. Je ne pense pas que ce soit par amour, par un grand amour de Kim Jong-un pour la Russie et pour Vladimir Poutine, mais
par intérêt. C'est très important pour la Corée du Nord. À qui peut-elle vendre des armes et vendre des soldats? Évidemment pas la Chine. La Chine n'a pas besoin de soldats supplémentaires. La Chine n'a pas besoin d'obus supplémentaires. Les 3 millions d'obus qui ont été envoyés sur le front ukrainien, ils sont payés. De quelle façon? Eh bien, payés en aide technologique. Votre correspondante tout à l'heure l'a souligné. C'est probablement avec l'aide des Russes que les missiles balistiques nord-coréens ont fait beaucoup de progrès, et de l'aide tout simplement alimentaire, puisque ce pays souffre beaucoup de disette. 40%, dit-on, de la population souffre de disette. Bref, c'est un échange sonnant et trébuchant. La Corée du Nord trouve un intérêt à aider la Russie plus que par idéologie. Le rassemblement de l'idéologie, c'est peut-être quand même la détestation commune de l'Europe et de ses démocraties libérales. Mais ce qui est important pour la Corée du Nord, c'est d'amasser de l'argent, c'est d'amasser de l'aide alimentaire, c'est d'amasser de l'aide technologique. Restez avec nous, Pierre Rigolo. Je vous voyais réagir tout à l'heure quand on parlait d'armement, ces images de drones. Et puis, quand Sylvia, notamment, a parlé de cet essai qui a été réalisé. On sait que la Corée du Nord a la bombe. Il lui reste peut-être à trouver quelques vecteurs pour mieux la lancer. Mais ça, l'ami russe est pas loin. Oui, surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que la Corée du Nord est entrée dans une guerre qu'elle n'avait plus connue depuis plusieurs dizaines d'années, depuis 1953, qu'elle y met tous les moyens. Je rejoins ce qui vient d'être dit, il y a une logique d'intérêt. Je reviens le mot intérêt qu'on a souvent oublié. Les États ont des intérêts. Alors on a commencé cette émission en parlant de Trump et de business, de Poutine et de business, et maintenant on finit avec de l'intérêt. Et aujourd'hui, dans le business du sang humain, du sang des combattants, du sang de l'armement, c'est ce que l'on voit aujourd'hui. Donc là, il y a un intérêt convergent. On l'a dit plusieurs fois sur ce plateau. Ce sont des intérêts convergents et pas forcément parce qu'on suit la même politique, la même idéologie. C'est une réalité. Maintenant, vis-à-vis de la Chine, il y a un autre problème aussi. Effectivement, il y a un papier qui est sorti, je crois, dans le Washington Post, qui évoquait quand même que l'aide humaine, tout le transit économique de la Corée du Nord passe à 90% par la Chine. Donc il y a des moyens de pression. Alors moi j'ai du mal à comprendre que la Chine ne soit pas capable aujourd'hui d'imposer à la Corée du Nord d'une certaine manière un certain nombre de contraintes. Alors est-ce qu'il n'y a pas un double discours puisque la Chine ne veut pas s'engager dans un certain nombre de conflits, d'un autre côté elle a des moyens de pression, autant Trump en a dans d'autres domaines avec l'Ukraine, autant la Chine a aussi vis-à-vis de la Corée du Nord des capacités de nuisance très fortes. Si la Corée du Nord demain se voit fermer toute l'exportation de ses produits et aussi du retour, il y a un moyen de faire tomber le régime d'une certaine manière. Donc je pense qu'il y a quand même aussi un double langage de la Corée du Nord, de la Chine, pardon, vis-à-vis de la Corée du Nord. Mais la Chine ne veut surtout pas que le régime tombe. Ils ont honte, c'est une gêne pour eux parce que ça marche pas. Mais ils veulent pas que le régime tombe parce que sinon c'est des soldats américains à la frontière. Donc ils sont en désaccord et les Coréens du Nord savent en fait que les Chinois n'ont pas d'influence sur eux. Ils font ce qu'ils veulent. La Chine ne contrôle pas la Corée du Nord, sinon il n'y aurait pas eu cette alliance avec la Russie qui gêne la Chine. Parce On est bien d'accord que pour le moment, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Xi Jinping n'est pas vraiment content. Il est furieux. Voilà, on dit agace, c'est même pas agace, c'est... Pourquoi? C'est une colère. C'est que jusqu'ici, la Chine et la Corée du Sud étaient très copines, et par contre, la Corée du Sud avait des difficultés avec le Japon. Du fait de l'alliance Corée du Nord-Russie, la Corée du Sud s'est rapprochée du Japon, avec lequel il y a quand même un antécédent historique traumatique. Ils sont, même s'ils ont le même régime, mais ce sont deux États-Unis, ils sont très loin. Là, il y a un rapprochement États-Unis, Japon, Corée du Sud, qui est une très très mauvaise nouvelle pour Pékin et qui est due à ce rapprochement Chine-Corée du Nord, Russie-Corée du Nord, pardon. Et en fait, Russie-Corée du Nord, chacun donne à l'autre ce qu'il n'a pas. Des obus et des hommes pour la Corée, de la nourriture et de la technologie balistique pour la Russie, effectivement, pour améliorer leur capacité. C'est une alliance aussi de parias quand même, la Russie et la Corée du Nord. Il n'y a pas beaucoup. Je veux dire, pour Poutine, c'est presque un peu dégradant de devoir traiter sur un pied d'égalité avec Kim Jong-un. Mais il ne lui reste pas grand-chose pour lui fournir, effectivement, plus que les hommes. D'ailleurs, s'il en a suffisamment, ce qui compte, c'est les munitions, les obus. C'est l'aide nord-coréenne qui a en partie renversé le rapport de force entre
entre la Russie et l'Ukraine. Et peut-on évacuer quand même le double langage éventuel de la Chine? Non, je ne le crois pas honnêtement. C'est que les Chinois sont vraiment très mécontents de la Corée du Nord, mais ils n'ont pas le choix parce qu'en fait, ils ne peuvent pas intervenir pour changer le régime. Et c'est quoi? C'est Frankenstein, c'est le monstre qui a échappé à son créateur. Et les Chinois ont dit aux Coréens, mais faites comme nous, gardez le contrôle du pays tout en ouvrant l'économie. Ils n'ont pas voulu. Et en fait, ils sont vraiment à bout d'énergie, mais ils ne les contrôlent pas parce qu'en fait, le choix, c'est de les voir tomber. Et la Chine ne veut ni voir tomber Poutine, ni voir tomber Kim Jong-un, sinon c'est les soldats américains à la frontière. Et la Chine fait très attention à ne pas être mise dans le club des parias. La Chine veut aussi garder de bonnes relations avec l'Occident. Elle a besoin de nous, elle a besoin de nos marchés. Et il y a aussi on en revient au business, c'est très important, c'est capital, c'est vital pour la Chine. Mais effectivement, cette alliance Corée du Nord-Russie, ça renforce ce rapprochement entre la Corée du Sud, le Japon et les États-Unis, l'Australie aussi, ce qui veut dire que si ça s'embrasait, on pourrait voir des troupes américaines qui seraient installées dans cette partie du monde, ce dont la Chine ne veut absolument pas. Donc la Chine est très très ennuyée. Pour elle, la Chine a un autre territoire qu'elle veut conquérir sans que les Américains bougent beaucoup, c'est Taïwan. Et une autre image. La Chine ne veut pas sombrer dans le clan des parias. Elle ne veut pas ressembler. Pierre Rigoulot, vous voulez réagir? Oui, je voulais simplement ajouter que la Chine a aussi toujours le business, un grand intérêt à la stabilité de la péninsule coréenne. Ses relations commerciales avec la Corée du Sud sont extrêmement importantes et très profitables. Et évidemment, un conflit ou des menaces trop appuyées de conflit lui nuiraient beaucoup. Alors, restez avec nous. Vous parliez, Pascal, il y a un instant, de livraison d'armes. Alors, on parle peut-être, s'il y a des drones, des obus, ça, c'est sûr, des missiles. On en parle bien évidemment, mais regardez ce document assez exceptionnel parce que c'est la première fois qu'on voit une arme qui, et c'est pas n'importe laquelle, regardez, fournie par la Corée du Nord. Alors pour les spécialistes, c'est un M1986, c'est un canon et il est sur une plateforme ferroviaire et si on voit d'autres clichés, vous allez voir, ça a été pris et ça s'est retrouvé sur des sites de 1000 blogueurs russes au plein milieu de la Russie, sur une voie ferrée en direction du front. C'est un peu l'équivalent, mais en moins bien, général, de notre canon César, mais c'est une preuve supplémentaire, et il n'y en a pas qu'un, de l'implication de la Corée du Nord, pour le coup, directement aux côtés des Russes et sur le front. Oui, d'abord ça remplace toutes les pièces d'artillerie qui ont été perdues du côté russe, c'est une évidence, ça prouve qu'il y a un manque réel. Maintenant, c'est du 170 mm, c'est des armes qui tirent à plus de 40 km, ce que n'avaient pas forcément les troupes russes jusqu'à présent. Ils avaient des armes qui tiraient entre 20 et 30 par de l'artillerie classique. Donc on a une allonge qui a été mise en place. Maintenant, ce sont aussi des canons à roues. Alors quand je vois les commentaires qui ont été faits à un autre moment, on disait que c'était sur un châssis blindé. Voilà. Nous sommes actuellement sur un terrain difficile en Ukraine où justement tout ce qui est à roue on peut difficilement se déplacer. Maintenant, oui, il va y avoir la Rasputitsa, l'hiver va arriver. Enfin, il va falloir attendre l'hiver. Donc il y a 3-4 mois compliqués. Là, je suis dans le technique. Maintenant, qui va les utiliser? C'est forcément, apparemment, pour les troupes coréennes qui seraient. Vous pensez que c'est pour les troupes coréennes? Les Russes ne peuvent pas, c'est pas compatible. Ah si, c'est forcément. Il suffit de former les équipages. Mais si on projette entre 10 et 15 000 soldats coréens sur un théâtre d'opération étranger, c'est pour quand même qu'ils aient une utilité théoriquement. Et on ne va pas reformer des soldats russes sur du matériel, enfin ça peut se faire, sur du matériel encore nord-coréen, donc encore différent. Et l'efficacité militaire dans les délais, parce qu'on parle beaucoup de délais depuis tout à l'heure quand même, on a des impératifs de délai du côté russe. Si on veut vite avoir des armements utilisés sur le terrain avec un résultat tactique, il va bien falloir utiliser ces armements avec des personnes qui connaissent ce matériel. La question de savoir, c'est est-ce qu'il y a des artilleurs coréens sur le champ de bataille? C'est une autre question, ça on l'a pas la réponse. Sur les 10 000 hommes, on peut penser qu'il y en ait. Vous faire remarquer donc ça veut dire qu'on envoie les hommes et après on envoie le matériel pour qu'ils puissent s'en servir. C'est logique parce que le matériel est quand même plus difficile à transporter, c'est du matériel lourd. Il faut amener les munitions, il faut amener la maintenance. Maintenant, la question qu'on peut toujours évoquer, c'est qu'on ne sait pas de quoi sont composés ces 10 000 Coréens. Non. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Quelles sont les forces? Ce sont des fantastiques.
ça, c'est des logisticiens, c'est des sapeurs, des artilleurs, on n'en sait absolument rien. En revanche, donc, si cette image est vraiment vérifiée, qu'elle est vraie, oserais-je dire, une vraie source d'information, si on commence à mettre des pièces d'artillerie de longue portée, ça veut dire qu'il y a quand même des unités constituées théoriquement qui sont sur le terrain, avec une possibilité effectivement que les Russes soient formés dessus. Je me répète, quand on parlait de formation tout à l'heure... Ça prend du temps. Ça prend du temps. Donc je pense que l'utilité tactique, elle est beaucoup plus rapide, et donc ça peut laisser supposer qu'il y a effectivement des artilleurs coréens déployés sur le terrain. C'est un pas de plus encore, parce qu'on pensait que les 10 000 Nord-Coréens envoyés sur le front étaient peut-être trop rapidement d'ailleurs utilisés comme de la chair à canon, que c'était de l'infanterie, mais si en plus derrière il y a, on le voit sur ces images, toute une logistique militaire qui nous arrive de Corée du Nord, ça change quand même la donne. Oui, mais c'est encore un point noir pour les Ukrainiens. Oui, les Coréens une faiblesse peut-être pour nous d'ailleurs. Ils ont des munitions, ils savent rien faire sauf des munitions et des armes, donc c'est leur seule réussite et ils peuvent en envoyer parce qu'ils ont des stocks énormes. Ils ont des millions d'obus, des millions de munitions, et donc c'est un pays qui est surarmé, c'est pas grand-chose qui donne finalement par rapport à la Russie. C'est effectivement un très grand renfort pour la Russie. Beaucoup plus en termes de matériel qu'en termes de nombre de militaires. Ah oui.